L'être humain se connecte à sa puissance personnelle. Puis il définit ce qu'il a de commun avec la société dans laquelle il vit. Cela donne ordre et sens à son existence. L'être humain réalise qu'il existe en tant qu'individu. Il a des besoins et désirs différents de ceux des membres de sa communauté. Il découvre sa puissance personnelle. Il plonge dans l'égocentrisme. Il est fier, lubrique et agressif. Il se voit lui-même au-dessus de tous les autres. La puissance est juste. Il s'éprouve lui-même, au travers d'actes héroïques. Il cherche à satisfaire ses envies, le plus vite possible. Il use pour cela, de stratégie, et de ruse. Les conséquences de ses actes ne lui apparaissent pas. En effet, il ne va pas au-delà du résultat qu'il obtient, avec énergie, et courage. En cas de succès, le « nanti » a le droit de faire n'importe quoi, à quiconque. Les « démunis » ont échoué dans une aventure audacieuse, ou n'ont jamais essayé. Ils ne méritent rien, et doivent se soumettre au nanti. Le monde est donc devenu dangereux. Les autres sont aussi des prédateurs. Sinon ils sont utilisés comme alliés ou protégés. Alors, chacun pour soi, et que le plus fort, ou le plus malin, l'emporte sur le plus faible, qui devra obéir. L'homme de cette époque ne ressent pas la culpabilité. Il est dans un état d'amoralité, et non pas d'immoralisme. Cependant, il veut absolument être respecté, et se conduire avec honneur. Sans quoi, il préfère mourir héroïquement, que de ressentir la honte. À partir de -10 000, parmi les différentes sociétés qui ont existé à ce niveau d'existence, on retrouve, entre autres, les principales civilisations expansionnistes. Elles sont dominées par un chef unique. Nous avons coutume de les appeler « empires ». Ces sociétés sont organisées en structures pyramidales. Diverses religions polythéistes apparaissent. Pour délivrer leur message, elles tentent de donner des réponses aux questions des hommes, sous forme de mythes. Thor et son marteau, par exemple. Les hommes observaient différentes pratiques, ou rites religieux, en relation avec le mythe. Ils pouvaient consister à sacrifier un animal, ou parfois un humain, à des dieux agressifs, jaloux, et vengeurs, en gage de soumission, ou pour les rendre plus puissants. La personne au sommet de l'empire s'identifiait souvent elle-même à un dieu. L'empire égyptien, de -2700 à -1069, dans la vallée du Nil. L'empire maya, de -2600 à 1521, en Amérique centrale. L'empire assyrien, de -1392 à -612, au Moyen-Orient. L'empire hittite, de 1465 à 1190, au Moyen-Orient. L'empire d'Alexandre le Grand, de -336 à -323, au Moyen-Orient. En -300, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, fut victorieux contre les Perses. Il relia l'Égypte, et tout l'Orient, jusqu'à l'Inde, à la civilisation grecque. L'Empire romain, de -27 à 476, dans le bassin méditerranéen. À partir de -50, Rome eut la suprématie militaire, et politique. Ce fut au tour de la culture romaine, et du latin, de pénétrer loin en Asie, et de s'étendre à l'ouest, jusqu'en Espagne. Alexandre le Grand est né en -356, en Grèce. Il est mort à 32 ans, en -323, à Babylone, actuellement en Irak. Il devint roi de Macédoine, à partir de -336. Sa notoriété s'explique principalement par sa volonté de conquête de l'ensemble du monde connu. Il devient l'un des plus grands conquérants de l'histoire, en faisant de son petit royaume, le maître de l'immense empire perse. Il s'est avancé jusqu'aux portes de l'Inde. Il a fondé près de 70 cités, dont la majorité porte le nom d'Alexandrie. Les empires peuvent prendre plusieurs formes. Traditionnellement, ils sont basés sur l'autorité d'une puissante monarchie, exercée par un empereur héréditaire, initialement auto-désigné. Historiquement, la plupart des empires sont le fruit de conquêtes militaires par des États puissants. Les États conquis sont amalgamés dans un ensemble politique plus vaste. La monarchie, ou l'oligarchie située dans le territoire originel,
continuent à dominer cette union. Nombre de ces anciens empires maintenaient leur pouvoir sur leur sujet, par le contrôle des ressources vitales. Actuellement, le continent africain reste fortement touché par des affrontements violents. L'Afrique retient l'attention, car elle apparaît comme le théâtre du plus grand nombre de conflits actuels. Ces conflits violents durent plus longtemps, et y sont plus meurtriers que dans les autres régions du monde. Entre 1989 et 2002, 10 à 15 conflits ont éclaté chaque année. Ils entraînent des conséquences néfastes pour le développement socio-économique et infrastructurel de l'Afrique. De 1994 à 2003, on a dénombré 9,2 millions de morts, en raison des conflits armés. À partir de 2003, 15,6 millions de personnes se sont déplacées, à l'intérieur de leur propre pays. En 2008, sur 35 conflits graves répertoriés dans le monde, 13 sont situés en Afrique. 15 pays sur 53 sont concernés par une crise, d'intensité moyenne, à haute. La situation ne s'améliore pas au fil du temps. En octobre 2015, sur 16 opérations de maintien de la paix, menées par l'ONU, 9 se situent en Afrique. En mai 2016, sur 10 situations sous enquête, à la Cour pénale internationale, 9 concernaient l'Afrique. Le conflit du Rwanda a été juridiquement qualifié de génocide. Génocide entre Tutsis et Hutus, deux ethnies en guerre civile au Rwanda, qui occasionna 800 000 morts, en 3 mois, en 1994. L'origine de ce conflit remonte à la colonisation allemande. Les Allemands avaient décrété que les Tutsis constituaient une ethnie, plus intelligente, car, plus proche des Européens. Ils furent donc favorisés. Cela développa une haine entre ces deux ethnies. Au Moyen-Orient, l'Irak et l'Iran étant en guerre, leur production de pétrole a été transférée à l'Arabie Saoudite, et au Koweït. L'Irak s'est donc trouvé fortement endetté auprès de ces derniers, au sortir de la guerre. L'Irak demanda l'annulation de cette dette. Essuyant un refus, elle attaque le Koweït le 2 août 1990. Elle l'envahit en 4 jours. Les phénomènes des banlieues apparurent dans les années 80 en France, dans la région parisienne. Ils se manifestent par des brutalités, transgressions, dégradations, et actes de violence incompréhensibles. Cela se déroule dans des quartiers sensibles devenus des zones de non-droit, dans lesquelles s'est développée une économie souterraine. La mafia italienne, et les gangs aux États-Unis, interviennent également à ce niveau d'existence. Ces sociétés attendent le respect qu'elles méritent, elles aussi. À 2 ans, l'enfant s'oppose par le non, exige par des colères, et des crises, et transgresse les règles familiales, faisant la honte de ses parents. L'enfant apprend à juger, à exercer sa volonté, et à s'affirmer en tant que personne. Trop contraint, il peut manquer durablement de capacité, à décider, à s'affirmer, et à maintenir une frontière psychologique et ou physique saine, entre lui et les autres. Trop libre, il risque de conserver une agressivité excessive, et un sentiment que tout lui est dû. Adulte, ce niveau d'existence peut se manifester par la remise en cause de l'autorité, de l'encadrement, l'absentéisme, le retard, l'incivilité, la violence. En vivant avec des personnes à ce niveau d'existence, il est recommandé de repérer celui qui a le pouvoir et qu'il faut convaincre. Il s'agit de montrer qu'on est fort, qu'on le respecte, et que tout ce qu'on lui propose va dans le sens de son intérêt personnel. La réaction à une attitude négative doit être immédiate, pour qu'elle ait du sens, et de l'efficacité. Une punition ne doit pas entraîner une dose exagérée de honte. Un comportement positif doit être relevé et récompensé, aussi vite que possible. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Au niveau d'existence, rouge, il s'agit d'exprimer le soi sans culpabilité, pour satisfaire immédiatement ses impulsions. Pour que le passage puisse se faire au niveau d'existence, bleu, il faut une résolution de la dépendance excessive à l'impulsivité. Une recherche de la stabilité, et de l'ordre, par l'adhésion à des valeurs traditionnelles, et des croyances morales, peut alors commencer.